Amis jambistes, bonjour et bienvenue dans ce cours. Après avoir vu quelques leçons sur l'introduction au génie logiciel, je vous amène à aborder un autre aspect de notre préparation au cours d'introduction au génie logiciel. Donc, je crois qu'on avait déjà vu les patrons, si j'ai bonne mémoire, les architectures, les différents types d'architecture, les patrons logiciels architecture, les patrons d'architecture. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les patrons de conception. Déjà, on va comprendre qu'est-ce que c'est, voilà, les patrons de conception. Et je veux bien encore vous présenter les exigences du programme demandé par le MINUSUP. Donc, dans l'introduction au génie logiciel, le MINUSUP attend que nous puissions aborder la notion de cycle de vie d'un projet logiciel, la qualité d'un produit logiciel, les spécifications, la notion de spécification en génie logiciel, l'ergonomie. Bien évidemment, nous savons que il n'y a pas de logiciel sans, il n'y a pas génie logiciel sans ergonomie. On parlera également de la notion des tests dans notre cours, la gestion des exigences, comment est-ce que cette gestion-là se fait, cette négociation-là se fait, la conduite de développement, la rédaction des cahiers des charges et ensuite les méthodes d'estimation des coûts. Donc, s'il faut loger un peu les patrons de conception ou alors les patrons d'architecture, où est-ce qu'on peut loger ces patrons-là? Je pense bien que c'est au niveau du cycle de vie. Quand on va aborder la notion du cycle de vie, on aura certainement à voir la phase de conception ou alors peut-être la partie sur les spécifications, peut-être, je sais pas. Je vais voir, ou peut-être la gestion des exigences. Oui, ça peut se faire là-bas. Donc, déjà, voyons qu'est-ce qu'un patron de conception. Donc, un patron de conception, encore appelé design pattern, est une solution standard à un problème de conception. L'ensemble des patrons de conception utilisés constitue un catalogue de bonnes pratiques issus de l'expérience de la communauté. Leurs noms forment un vocabulaire commun qui permet d'identifier immédiatement la solution associée. Donc on rencontre... Oh, attention, voilà. Oh, attention. Oh, malheureusement, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Et comme j'ai la connexion internet, ça a amené notre cours plutôt loin. Donc, voilà. Donc, nous avons ici, nous avons là, voilà. Ok. Et les patrons de conception ont été popularisés par le livre Design Patterns of Element of Reusable Object Oriented Software, sorti en 1995 et co-écrit par quatre auteurs, Logan Hofer, Goff. Ce livre décrit 23 patrons auxquels d'autres se sont rajoutés depuis. Donc même à ce niveau, si je vois qu'il y a un petit travail de recherche qu'on peut déjà donner, de faire, d'aller un peu chercher, déjà consulter ce livre de design pattern là. Mais par la suite, on dit que chaque patron décrit un problème à résoudre, puis les éléments de sa solution ainsi que leurs relations. Le formalisme graphique utilisé est souvent un diagramme de classe UML. Donc, si on parle de diagramme de classe UML, il faudrait bien qu'on aborde la notion d'UML naturellement. L'exemple ci-dessous décrit le patron de conception proxy dont l'objectif est de constituer un objet à un autre afin de contrôler l'utilisation de ce dernier. Donc,
Bon, voici un patron de conception apparemment. Il existe également un catalogue d'anti-patterns. Comme son nom l'indique, un anti-pattern est un exemple de mauvaise pratique à ne surtout pas faire. Et notons justement que certains patterns originaux du Goff sont maintenant plutôt considérés comme des anti-patterns à l'évolution. C'est par exemple le cas du pattern Singleton. Parlons de la production du code source actuellement. Donc, c'est la deuxième partie de cette vidéo. L'objectif de ce chapitre est de présenter les enjeux et les solutions liées à la production du code source d'un logiciel. Donc, les enjeux et les solutions liées à la production. Donc, le code source, c'est quoi? C'est le cœur d'un projet logiciel. Il est essentiel que tous les membres de l'équipe de développement se coordonnent pour adopter des règles communes dans la production de ce code. L'objectif de ces règles, c'est bien sûr l'uniformisation de la base de code source du projet. Les avantages liés sont les suivants. Il y a la consultation du code source qui est facilitée. Il y a les risques de duplication ou d'erreurs liés à des pratiques disparates qui sont éliminées. Chaque membre de l'équipe peut comprendre et intervenir sur d'autres parties que celle qu'il a lui-même réalisée. Et les nouveaux venus sur le projet mettront moins longtemps à être opérationnels. Il est important aussi de garder à l'esprit qu'un développeur passe en moyenne beaucoup plus de temps à lire qu'à écrire du code. Donc, on comprend clairement que s'il faut écrire le code source, on doit faire attention parce que nous lisons beaucoup plus. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que le code source soit uniformisé, soit compréhensif, soit accessible à toute l'équipe des développeurs et même à ceux qui ne sont pas forcément développeurs. Une première série des règles concernant le nommage des différents éléments qui concernent le code. Donc, il y a par exemple les conventions de nommage qu'une équipe de développement doit tenir compte. Il n'existe pas de standard universel à ce sujet. La convention la plus fréquemment adoptée se nomme Camel Keys ou parfois Lower Camel Keys. Elle repose sur deux grands principes. Le premier, c'est que les noms des classes et des méthodes en C# pour être en harmonie avec le framework .NET commencent par une lettre majuscule. Les noms de tous les autres éléments, variables, attributs, paramètres commencent par une lettre minuscule. Et maintenant, si le nom d'un élément se compose de plusieurs noms, la première lettre de chaque mot suivant le premier s'écrit en majuscule. Donc, voici un exemple. Donc, ici, on déclare une classe, on crée une classe. La classe commence par lettre majuscule. Maintenant, private int, un attribut. Private float, un autre attribut. Voilà. Donc, on peut ajouter à cette convention une règle qui impose d'utiliser le pluriel pour nommer les éléments contenant plusieurs valeurs, comme les tableaux et les listes. Cela rend le parcours de ces éléments plus lisible. Donc, on peut aussi utiliser des noms de la forme liste client. Donc, parlons maintenant de la langue utilisée. La langue utilisée dans la production du code doit bien sûr être unique sur tout le projet. Le français ID client suivant et l'anglais Next Client ID ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on choisira de préférence l'anglais pour les objets de taille importante ou destinés à être publiés en ligne. Parlons maintenant du formatage du code. La grande majorité des IDE, les environnements de développement intégré et des éditeurs de code, offrent des fonctionnalités de formatage automatique du code. À condition d'éviter un paramétrage commun, cela permet à chaque membre de l'équipe de formater rapidement et uniformément le code sur lequel il travaille. Les paramètres de formatage les plus courants sont la taille des tabulations, 2 ou 4 espaces, remplacement automatique des tabulations par des espaces, le paramètre passage ou non à la ligne après chaque accolade ouvrante ou fermante, ajout ou non d'un espace avant une liste de paramètres, ainsi de suite. Donc sur Visual Studio, la commande de formatage automatique de code est édition avancée, mettre le document en forme. Voici quelques exemples de paramétrage possible du formatage. Donc, dans Visual Studio, voilà. Donc, voilà. Ça c'est pour C#, n'est-ce pas? Donc, ça c'est pour C#. Ok. Et
terminons, je crois qu'on va terminer par les commentaires. L'ajout de commentaires permet de faciliter la lecture et la compréhension d'une portion de code source. L'ensemble des commentaires constitue une forme efficace de documentation d'un projet logiciel. Il n'y a pas de règle absolue ni de consensus en matière de taux de commentaires dans le code source. Certaines méthodologies de développement agile telles que le Scrum Programming vont jusqu'à affirmer qu'un code bien écrit se suffit à lui-même et ne nécessite aucun ajout de commentaires. Dans un premier temps, il vaut mieux se montrer raisonnable et commenter les portions de code complexes ou essentielles, en tête de classe, algorithmes importants, portions atypiques, ainsi de suite. Il faut éviter de paraphraser le code source en le commentant, ce qui alourdit sa lecture et n'est d'aucun intérêt. Voici quelques exemples de commentaires utiles. Autant lire directement les instructions décrites. Bon, là, c'est quelques commentaires inutiles parce qu'on commente, on fait une portion de ligne, on commande et tout. Donc, chaque chose qu'on fait en commande, c'est un peu lourd, c'est plutôt inutile. Voici comment le code précédent pourrait être mieux commenté. Donc, les deux premières instructions, on ne commente pas. Et la deuxième, on peut, génération aléatoire des entiers entre 1 et 3, voilà, on peut commenter. Donc, nous nous arrêtons là pour cette leçon portant sur les patterns de conception ainsi que les conventions de nommage. Mais je pense que les patterns de conception ne sont pas très bien explicités. J'irai donc faire une petite recherche sur les patterns de conception pour comprendre un peu plus dans les patterns de conception, les patrons, voilà, patterns, voilà, patrons de conception. Donc on peut regarder cet article de Wikipédia pour comprendre. Donc on dit en informatique et plus particulièrement en développement logiciel, un patron de conception, souvent aussi appelé design pattern ou alors pattern de conception, est un arrangement caractéristique de modules reconnu comme bonne pratique et en réponse à un problème de conception d'un logiciel. Il décrit une solution standard utilisable dans la conception de différents logiciels. Un patron de conception est issu de l'expérience des concepteurs des logiciels. Il décrit un arrangement récurrent de rôles et d'actions joués par des modules d'un logiciel. Et le nom du patron sert de vocabulaire commun entre le concepteur et le programmeur. D'une manière analogue à un motif de conception en architecture, le patron de conception décrit les grandes lignes d'une solution qui permet ensuite d'être modifiée et adaptée à une fonction en fonction des besoins. Les patrons de conception décrivent des procédés de conception généraux et permettent en conséquence de capitaliser l'expérience appliquée à la conception du logiciel. Ils ont une influence sur l'architecture logicielle et un système informatique. Voilà. Les types de patrons de conception. Les patrons de conception ne sont ni des patrons d'architecture, ni des idiosymes de programmation. Un patron de conception est la meilleure solution connue à un problème de conception récurrent. Un patron d'architecture est la meilleure solution connue à un problème d'architecture récurrent. Il apporte des solutions sur la manière de concevoir l'organisation à grande échelle architecture d'un projet en faisant abstraction des détails. Il concerne la structure générale d'un logiciel, sa subdivision en unités plus petites comportant des guides de bonnes pratiques et des règles générales qui ne peuvent pas être traduites directement en code source. Le patron de conception suggère un arrangement, une manière d'organiser des modules ou des classes et de créer une organisation de classes fréquemment utilisée pour résoudre un problème récurrent. Le patron de conception parle d'instances, de rôles et de collaboration. L'idiosyme de programmation, quant à lui, est une construction spécifique à un langage de programmation qui est une manière usuelle de mettre en œuvre une solution à un problème dans le langage de programmation.
Par exemple, pour effectuer 100 fois une opération, un programmeur en langage C utilise les instructions for sur sa ligne de code. L'utilisation d'un idiotisme par le programmeur lui évite d'avoir à remettre en question la structure détaillée du programme et améliorer la qualité du produit. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça, du golf. Donc, en lisant ici, on pourra avoir d'autres éléments de réponse par rapport au background de conception. Voilà. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là, chers amis développeurs. Nous allons nous arrêter là pour cette leçon qui a porté sur les backgrounds de conception ainsi que la production du code source, les enjeux et les solutions liées à la production du code source d'un projet logiciel. À bientôt pour pouvoir voir ensemble. Nous allons voir la prochaine fois le versionning, la gestion des versions d'un projet logiciel. Je crois que c'est bien ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous allons voir le versionning, la gestion des versions. Voilà. Shalom, peace.